à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Pour ce 4e épisode, j'ai eu le plaisir de passer un moment avec Ingrid de Chergé, cofondatrice de Pangara. Pangara est une marque d'équipement d'équitation éco-responsable qu'elle a créée avec son conjoint Gustave Leroux. On a ici parlé de prise de conscience écologique, on a bien sûr parlé de Pangara, de ses produits éco-responsables, de comment on crée des produits éco-responsables et qu'est-ce que ça veut dire. Mais aussi plus globalement, on a évoqué l'écologie dans le monde équestre. Je vous rassure, on ne se positionne pas ici en donneuse de leçons, mais on a beaucoup partagé sur les moyens de changer ses habitudes petit à petit, dans le respect du rythme de chacun. On a bien sûr aussi exploré la place de l'écologie dans le monde équestre de demain et comment faire évoluer les choses. Que vous soyez déjà engagé dans une démarche écologique ou non, je pense sincèrement que cet épisode vous apportera des éléments concrets. Je vous souhaite donc une très belle écoute en compagnie d'Ingrid. Merci Ingrid d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée surtout. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Écoute, je propose que on commence par le commencement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la place des chevaux dans ta vie et quel a été ton parcours avec eux, auprès d'eux, jusque-là? Alors les chevaux ont toujours occupé une place capitale dans ma vie. En fait, quand j'étais petite, je vivais à Paris et je harcelais mes parents pour pouvoir aller faire des tours de poney au parc Monceau, dans tous les parcs en fait où il y avait des poneys dans les années 90. Et en fait, ils ont fini un jour par céder et ils m'ont envoyé en colonie de vacances pendant les vacances de la Toussaint. Je me rappelle, il faisait un froid de canard. Et j'ai eu la chance inouïe de tomber au centre équestre de Chemilly qui était tenu par Brigitte Villain. Là, j'ai découvert le cheval. C'est vraiment là que j'ai vraiment découvert le poney. J'ai découvert que en fait ma passion c'était autant de monter à poney que de rester dans les écuries, préparer les poneys, caresser les Shetland, nourrir. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'il y avait à l'époque Niels Villain qui était donc le fils de la gérante, qui était un très bon cavalier qui a fait les championnats d'Europe notamment et qui montait en fait régulièrement ses chevaux. Et moi j'étais sur le bord de la carrière comme une gamine à le regarder. Et je me suis dit un jour je serai comme lui. Et voilà, et en fait c'est parti de là. Et puis à force mes parents se sont rendus compte que j'y retournais à toutes les vacances et que je les lâchais pas. Ils ont fini par m'inscrire en poney club dans un UCPA en Île-de-France. Et quand j'ai eu 13 ans à peu près, j'ai rejoint l'école militaire à Paris. Et donc là j'ai monté pendant 3 ou 4 ans, je sais plus, à l'école militaire, jusqu'à mon bac en fait, donc pendant 4 ans. C'est un cadre de dingue quand même pour monter à cheval quand on est ado. C'est magnifique. C'est pas forcément ma meilleure expérience équestre, mais c'est vraiment magnifique. Les chevaux sont vraiment très sympas et les installations en fait, on monte dans un manège qui a été quand même créé pour une exposition universelle, quoi. Donc, c'est absolument splendide et moi, j'en revenais pas à chaque fois que je passais dans la cour. Puis à l'époque, moi, je rêvais de rentrer dans l'armée, donc c'est sûr que moi, ça me faisait rêver, quoi. Ouais. Et ouais, ensuite, je voulais rentrer dans l'armée en fait parce que j'ai été élevée dans une famille où il y a toujours eu beaucoup de militaires. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup tenté. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais voilà, du coup, j'ai décidé de servir la France autrement, en produisant chez elle. Mais non, c'était vraiment une expérience géniale. Et puis ensuite, j'ai dû arrêter. Enfin, j'ai eu un accident qui m'a fait très peur et très mal. Je me suis arrêtée pendant quelques années, mais j'ai arrêté de monter, mais j'ai pas arrêté d'être en contact. Okay. C'est-à-dire que je continuais à aller voir des chevaux tous les jours, à regarder les épreuves à la télé. Il y avait Equidia avec Kamel Boudra, donc j'y allais, j'écoutais tous les week-ends.
Et en fait, notamment, je me souviens très bien, j'ai un ami qui habitait à l'époque pas très loin des Champs-Élysées. Et du coup, pendant le saut Hermès, en fait, j'allais camper là-bas. Et le matin à 7h, je sortais, je me mettais sur les champs et je regardais les chevaux qui sortaient comme ça jusqu'au soir, en fait, jusqu'aux dernières épreuves. Et je disais, lui, c'est le cheval d'un tel, lui, c'est le cheval d'un tel, etc. Et à un moment, j'avais croisé Kevin Stott et j'étais hystérique, quoi. J'étais comme une enfant. C'était vraiment sympa. C'était ta star? C'était tous mes stars, en fait. Enfin, j'ai croisé Luciana Dini, c'est pareil, un jour, mais j'en pouvais plus, quoi. Donc, c'était génial. T'étais plutôt orientée saut d'obstacle, du coup, à la base? Oui. J'ai toujours été orientée saut d'obstacle. J'adore le dressage est quelque chose que j'admire énormément, mais auquel je me suis sensibilisée que récemment avec mon cheval. Et le complet, c'est quelque chose que j'adore, que j'admire. J'ai un cheval de complet, mais j'ai trop peur. C'est quelque chose qui m'impressionne trop. J'ai trop vu d'accidents. Même moi-même, je suis blessée, donc je peux pas me permettre d'aller sur un complet, malheureusement. Mais c'est vraiment une discipline que j'adore. Donc là, aujourd'hui, t'es propriétaire? Oui. Ça fait longtemps? Ça fait 5 ans que je suis propriétaire. J'ai acheté un petit bout de cheval complètement par hasard parce que j'y allais pour un tout autre cheval, en fait. Puis je suis tombée sur lui et je suis repartie avec, quoi. Enfin, je suis descendue, j'ai dit au gars, j'ai fait je le prends. Coup de cœur. Gros coup de cœur. Et ça fait maintenant 5 ans qu'il partage ma vie. Alors c'est pas simple tous les jours, mais mais on s'accroche et il me le rend au centuple, quoi. Donc c'est vraiment génial. Et est-ce que tu avais envisagé d'en faire ton métier d'une manière ou d'une autre avant de fonder Pangara? Alors j'en rêvais. Depuis vraiment que je suis toute petite, j'ai rêvé d'être jockeyette, j'ai rêvé d'être monitrice d'équitation, j'ai rêvé d'être cavalière de saut d'obstacle. Et déjà je me souviens quand j'étais en 5e, j'avais décidé que quand je serais grande, je monterais une entreprise qui faciliterait la vie des cavaliers. Par exemple, j'avais inventé dans ma tête un enrouleur de bandes. Où les cloches à scratch n'existaient pas à l'époque, et donc en fait un moyen de mettre les cloches plus facilement. J'ai été dépassée, mais voilà. Ouais, il y en a peut-être qui n'ont pas connu les cloches sur lesquelles on s'affairait à les écarter et à les passer autour du fallait sabot. Les mettre dans l'eau chaude, c'était horrible. Ouais, je suis d'accord. J'ai longtemps lutté avec ce truc-là. Ouais, moi aussi, un peu trop. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire une école de commerce, l'ESSEC pour ne pas la nommer. Et en fait, j'ai pris le track entrepreneur. Et je suis sortie en me disant, donc je l'ai fait en alternance, donc finalement j'ai signé on s'est dit dans un autre job. Mais je me suis, dès que j'ai commencé mon autre travail, j'étais pas heureuse et j'étais là, il faut que je travaille dans les chevaux, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui alliera ma passion de l'entrepreneuriat, ma passion du cheval, mon envie en fait de défendre entre guillemets les valeurs de la France, les valeurs de l'artisanat français, et en même temps j'ai eu un gros réveil écologique et je me suis dit je peux pas non plus laisser cette partie-là de côté, en fait c'est impossible, quoi. Donc j'ai longtemps cherché et finalement c'est mon conjoint et associé qui a eu l'idée de Pangara un soir. Et justement, alors avant d'y venir, cette conscience écologique, comment elle est arrivée en fait? Comment tu l'as développée? Est-ce que c'était avant de fonder Pangara? Ouais, c'était avant de fonder Pangara. Donc à l'époque, on habitait encore en région parisienne, à Maison Lafitte. Et en fait, la mère et la sœur de Gustave, donc mon associé, ont eu en fait vraiment été très versés là-dedans, dans tout ce qui était écologie, etc. Moi, j'étais pas très sensible. Et puis en fait, en discutant avec elle, en discutant aussi avec une amie qui est celle que j'ai suivie à Guérande, en fait, je me suis rendu compte que les choses, elles pouvaient pas rester comme ça. Donc j'ai commencé un peu à m'éduquer au début sur les réseaux sociaux, en suivant des comptes spécialisés là-dedans. Et puis j'ai commencé à lire beaucoup, à me pencher sur des spécialistes du sujet, à aller parler avec des climatologues, et en fait, je me suis rendu compte que en fait c'était pas possible, on pouvait pas rester comme ça. Puis même nous on en souffrait. Moi j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais petite dans une maison de vacances dans le sud, des étés où il faisait 42 degrés. J'en ai vécu et c'est pas possible, quoi. C'est impossible, on peut pas continuer comme ça, la planète elle peut plus. Et en fait en
en quittant en fait l'Île-de-France pour aller vivre à Guérande. Donc en fait, nous on est vraiment coincés entre les marais de Brière et les marais salants de Guérande. Donc on est au milieu de deux écosystèmes qui sont extrêmement fragiles. En fait, c'est là qu'on se rend compte que on peut pas quoi. Ouais. Moi, l'hiver dernier, il a plu, mais il a plu des trompes d'eau. On était sous l'eau, on était vraiment inondés. Et toutes les 2 semaines à peu près, je prenais le train pour rentrer sur Paris, pour travailler donc dans mon incubateur de start-up à l'époque. Et en fait, je voyais, facilement jusqu'à Chartres, tout était sous l'eau en fait. Tout était sous pratiquement 1 mètre d'eau. Et en fait, il y a une image qui m'a frappée. C'est un champ en fait où il y avait une petite butte à un endroit. Et il y avait 10 vaches sur la petite butte et tout le reste, il y avait 1 mètre d'eau. Okay. Et les vaches, elles ont passé 4 mois sur une butte qui faisait 4 mètres carrés, quoi. Ouais. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Il faut que nous, de notre côté, on lutte, on fasse quelque chose contre ça à notre niveau. Et donc, c'est aussi pour ça que la dimension éco-responsable de Pangara est aussi importante pour nous. C'est pas la seule, mais c'est vraiment capital, quoi. Donc, t'as la passion des chevaux qui t'a jamais vraiment quitté. Tu t'es toujours dit que tu voulais en faire quelque chose professionnellement parlant. Ce parcours d'entrepreneur allait sec et cet éveil écologique et boum, Pangara est né. Exactement ça. Alors, raconte-nous un peu la genèse de Pangara. J'étais donc dans un travail qui me plaisait pas du tout. J'étais complètement en rupture avec mon management notamment et en fait, à l'époque, mon cheval vivait en box. Donc depuis, il vit au pré. Mais à l'époque, il vivait en box, il était tondu. Et en fait, j'ai une dame très gentille de mon écurie qui est venue me voir en me disant, j'ai une couverture de box qui traîne dans mon garage depuis 10 ans. J'ai pas envie de l'acheter. Est-ce que ça pourrait aller à ton cheval? Et elle me la donne et elle part. Et donc moi, je la mets sur mon cheval. Elle était beaucoup trop petite pour lui, donc c'était pas possible. Et je la ramène à la maison en me disant, en fait, je vais pas l'acheter devant elle ou devant sa fille. C'est pas très gentil, quoi. Et donc, du coup, je la ramène à la maison, je la dépose sur le balcon et je dis à Gus, au fait, tu me feras penser, demain, en sortant les poubelles, il faudra descendre la couverture. Et il m'a dit, non, n'y touche pas, ça a l'air marrant comme truc et je veux voir ce que je peux en faire. Donc, on était en décembre, un peu avant Noël. Et en fait, il s'est dit, écoute, là, je vais prendre la partie qui est propre et saine et je vais en faire une petite doudoune, en fait, pour le cadeau de Noël de maman. Et puis, en fait, le soir, en sortant le chien, on en a énormément discuté. On en a rediscuté le soir suivant. Et puis, donc c'était un mercredi. Et puis moi, le vendredi, quand je suis rentrée du boulot, j'étais prise dans les embouteillages, etc. Et en fait, j'ai monté tout le business plan dans ma tête en me disant, mais en fait, ça n'existe pas. On n'est pas assez nombreux à vraiment faire ça. Il y a pas de marque qui équipe en fait le cavalier de la tête aux pieds qui soit éco-responsable. Et puis voilà quoi. Et le lendemain matin, j'arrivais à l'écurie, j'ai ouvert ma malle et là j'ai regardé mes 25 tapis, mes 20 paires de bandes, mes 3 filets, mes 2 selles et j'étais mais en fait, est-ce que t'as vraiment besoin de tout ça? Donc j'ai gardé les 5 tapis que j'utilisais vraiment tout le temps. J'ai viré tous les autres, j'ai viré toutes mes bandes et j'ai eu beaucoup plus de place pour ranger mes affaires, du coup. Ouais, et puis voilà, et puis je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Gus, j'ai fait, faut qu'on fasse un truc. Et en fait, Pangara est né en fait vraiment de cette prise de conscience-là. Que, en fait, on pouvait pas se contenter de toujours jeter. On pouvait pas se contenter de consommer des produits qui avaient une obsolescence programmée, en fait, parce que c'est aussi le cas dans le textile équestre. Dans le textile tout court. Et en fait, c'est de là qu'est née l'idée de vraiment faire des produits qui soient non seulement éco-responsables, mais dont on gère l'intégralité du cycle de vie. C'est-à-dire que nous, nos produits, quand l'utilisateur il a décidé que il pouvait plus l'utiliser pour une raison X, Y ou Z, nous le produit on le récupère. On le récupère, on le recycle et on s'assure que le lycra il va à tel endroit. L'élastane, elle va à tel endroit. Le nylon, on a un nylon qui est régénéré à l'infini. Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous. C'est que, en fait, on fait l'effort de produire des produits qui sont respectueux. C'est pas pour que derrière, ils finissent à la décharge, quoi.
On va revenir un peu plus en détail là-dessus. Est-ce que juste Gustave, il avait une conscience écologique plus développée ou il était juste plus manuel et ça lui est venu assez spontanément de se dire tiens, Gustave a toujours eu une conscience écologique assez développée, qui lui est venue de ses parents et de ses sœurs. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose c'est vraiment lui qui dans l'entreprise et dans Pangara est vraiment le garant de l'éco-responsabilité. Je me fais taper sur les doigts si j'ose proposer éventuellement une matière première qui serait pas à 100% recyclée, quoi. Et non. Okay. Mais non. Ok. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est capital pour lui et c'est lui qui à la maison fait tout ce qui va être nos produits ménagers, c'est lui qui les fait. C'est lui qui, quand on est arrivé avec Guérande, la première chose qu'il a fait, moi j'ai cherché l'épicerie, puis la première chose qu'il a fait, c'est chercher le Biocup en fait, de chercher un endroit où on pouvait acheter un vrac. Ah, je me sens moins seule. Donc voilà quoi, et quand un jour on était au marché, il a dit regarde là-bas il faut du vrac, et on est arrivé avec nos 20 000 pots en verre. C'est vraiment Gustave qui est pas du tout cavalier, mais qui est complètement l'âme responsable de cette maison et de cette entreprise. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce que finalement, lui, il est pas du tout dans le milieu. Toi, t'es dans le milieu et t'avais peut-être moins de conscience écologique et l'association des deux a vraiment fait quelque chose d'hyper abouti, quoi. C'est ça, et c'est vraiment ça qui est... tous les produits sont réfléchis par nous deux et en fait, on va même plus loin, c'est-à-dire que Gustave trouve les innovations. Gustave fait énormément de veille et de recherche et développement. Il trouve les innovations, il me les transmet et est-ce que oui ou non, c'est adaptable au milieu du cheval. C'est comme ça qu'on construit nos produits. Justement, quel type de produits vous faites? Comment est-ce que vous les concevez? En quoi est-ce qu'ils sont éco-responsables? Tu as un peu parlé de la fin de vie, mais est-ce que tu peux reprendre un petit peu du début le processus? Alors, les produits qu'on fait, pour l'instant, on fait des pantalons et des tapis de selle qui vont sortir d'ici peu de temps. On a été retardés par le Covid. Donc, en fait, on sélectionne déjà dans un premier temps des matières qui sont éco-responsables. On a un pool de fournisseurs de tissus qui sont français principalement, pas pour notre tissu où il est italien, mais pour notre pantalon, pardon, oui, il est italien, mais nos tissus sont, on a vraiment des fournisseurs de tissus qui nous envoient très régulièrement toutes leurs nouveautés éco-responsables et avec qui vraiment on fait de la recherche et développement, on les challenge sur pas mal de sujets. Et donc en fait, quand on reçoit les matières, on visite aussi énormément de salons. Quand on reçoit les matières, on les touche, on réfléchit, on regarde un peu leurs propriétés techniques et on se dit ça pourrait être pas mal. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver le tissu du pantalon. C'est que on a regardé un peu ce qui se faisait chez Gaia Skin, notamment les leggings et tout, et puis on est allé voir le fournisseur, on a dit est-ce que vous pourriez nous faire un tissu pour nous, et il a accepté. Et donc ensuite on s'assoit autour d'une table, avec d'autres cavaliers en général qui viennent de niveaux ou de milieux qui sont très différents du mien. Par exemple, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé sur la réalisation du pantalon, c'est un cavalier de complet qui s'appelle Sébastien Cavaillon, qui nous a beaucoup aidé sur la création du pantalon et qui continue à nous aider d'ailleurs. Et puis Tapis de Selle aussi, il nous a beaucoup aidé dessus. Et en fait, on dit quelles sont en fait pour toi, pour toutes les personnes autour de la table, les propriétés indispensables à retrouver dans un produit. Et donc ça va être un tel il veut un produit qui soit, par exemple, je pense pour le tapis, très dégarroté devant, un autre un tapis qui soit très avancé au niveau des quartiers, parce que ils utilisent une selle monoquartier, donc forcément c'est plus long. D'autres qui vont nous dire moi j'utilise une selle de dressage, donc il faut que ça soit plutôt plus long en longueur. Donc vraiment en fait on prend vraiment les choses qui sont les plus importantes. On crée notre produit en fait avec ces matières éco-responsables. On fait un premier prototype qu'on donne en fait à ces cavaliers qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés sur la création du produit. On leur demande en fait quel est leur retour, et en fonction de leur retour, on modifie le produit. C'est-à-dire que là, par exemple, le tapis de selle qui va sortir d'ici peu, c'est à peu près la version 4. Il y a eu 3 prototypes différents en fait avant d'avoir ce produit-là, qui a été testé par différents cavaliers en fait. Et le pantalon, c'est pareil. Là, on va sortir d'ici quelques jours la V2, donc le Narval. Et en fait, Narval, c'est une amélioration du dugong qui est en fait basée sur les retours clients, les retours influenceurs et les retours utilisation aussi que moi j'ai eu. Et donc du coup,
on a rajouté des petites choses, on a modifié 2-3 trucs et en fait ça nous permet d'avoir toujours des produits qui sont à la fois en fait les plus près de ce que veulent les clients et en même temps nous derrière on produit vraiment des petites quantités pour être sûr que y en ait pas qui soient achetés. Oui. C'est hyper important. On produit avec des matériaux qui sont éco-responsables. Le minimum d'éco-responsable, le minimum de taux de recyclage ou de naturel qu'une matière première doit avoir pour pouvoir rentrer dans nos produits, c'est 80%. Okay. On prend pas un produit qui est à moins de 80% de responsabilité entre guillemets. Et c'est des choses qui sont vérifiées, qui sont tracées. Par exemple, pour notre pantalon, on est la première marque équestre à apparaître sur l'application Clear Fashion. Clear Fashion, c'est un peu le Yuka de la mode, en fait. Ça permet de noter vraiment toutes les marques qui participent ou pas, d'ailleurs. Ah, je connaissais pas. C'est vraiment génial comme appli et ça permet donc c'est quelque chose qui est très sévère pour pouvoir rentrer dedans. C'est un gros audit et en fait, ils cherchent tout, quoi. Ils cherchent nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs. Ils demandent des preuves, des justificatifs, etc. Enfin, c'est vraiment très poussé. Ok. Et nous, on a eu la certification, donc très bien, à pratiquement 80%. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment capital pour nous. Et voilà, et donc on produit en quantité minimale, des produits qui sont éco-responsables. On les envoie dans des contenants qui sont dans des sacs en fait qui sont biodégradables et on les récupère en fin de vie. Voilà. Et vous les recyclez en quoi? Alors en fait par exemple la matière du pantalon, elle repart chez son fournisseur. D'accord. En Italie et en fait le nylon est recyclable à l'infini. Donc ça va refaire derrière des produits Econil qu'on va retrouver par exemple en France chez Gaia Skin ou dans des maillots de bain, enfin des choses comme ça. Génial. Et ensuite en fait par exemple pour le polyester recyclé, donc la bouteille plastique recyclée de notre tapis de selle, ça va dépendre. Par exemple le nid d'abeille à l'intérieur, on le renvoie au fournisseur qui lui en fait va refaire en fait de la fibre avec, et la matière du dessus elle est pareil, on la renvoie au fournisseur qui la récupère et la recycle. Donc voilà. Et la ouate par contre on s'assure que elle part bien dans les bons bacs de recyclage. Donc là en fin de vie c'est réutilisé, et juste à la base un matériau éco-responsable, c'est un matériau qui est déjà lui-même recyclé à la base? Alors le matériau le plus éco-responsable est le matériau qui n'est pas créé, clairement. Mais oui, en fait, c'est-à-dire que nous, nos produits, en fait, on n'utilise que des matières qui soient naturelles. Mais par exemple, on va avoir tendance à pas utiliser de coton, par exemple, parce que le coton bio va utiliser énormément d'eau. Donc on va essayer en fait d'utiliser du liège, du lin, donc ça c'est pour les matières naturelles. On va utiliser du polyester recyclé, vraiment, donc c'est de la bouteille plastique. Nous, le polyester qu'on utilise, il est recyclé à 100%. Okay. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est capital pour nous. Et sur les futurs produits là qu'on est en train de développer, que je vais pas spoil, mais sur les futurs produits qu'on est en train de développer, on travaille avec du bambou, on travaille de l'élastane évidemment. Donc voilà, des produits qui sont vraiment qui ont le moins d'impact en fait possible. Ouais. Et tu me disais quand on a préparé cet épisode que souvent ce que vous faites, c'est que vos fournisseurs ont un tissu et ensuite vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire sur la base de ce tissu. C'est un peu un processus inversé. Enfin, j'imagine que c'est un peu atypique de réfléchir comme ça. C'est l'exact inverse de comment on fonctionne normalement en création de produits. Ouais. Et j'en discutais justement pas plus tard qu'hier avec les personnes qui nous accompagnent. Et c'est vrai que en fait on marche à l'envers. Mais on part du principe que c'est un peu ce qui fait notre différence et c'est aussi un peu ce qui fait notre richesse, quoi. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, dans mes échantillons de tissus, j'ai de quoi faire plein de produits. Et en fait, c'est des matières qu'on s'attend pas forcément à retrouver, par exemple, pour un couvre-vin. C'est des matières qu'on s'attend pas forcément à retrouver dans un couvre-vin. Et en fait, moi, quand je l'ai touché, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est ça, je vais faire un couvre-vin avec. Par contre, si je m'étais dit ok, je vais faire un couvre-vin, qu'est-ce que je mets dedans? J'aurais pas du tout pensé à cette matière-là. Ouais, c'est marrant. Donc ça permet aussi d'amener un peu des produits qui sont
différents, des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, enfin des matières qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et aussi du coup d'amener le produit techniquement parlant sur un autre niveau. Parce que c'est ça, nos produits sont pas ils sont pas juste éco-responsables, ils sont aussi réfléchis de manière technique. C'est-à-dire que pour le tapis, on a vraiment fait attention à la forme, de manière à ce qu'il blesse le moins possible le cheval. La matelassure aussi, la forme de la matelassure est étudiée de manière à ce qu'il y ait le moins de frottement sur le cheval. Notre pantalon, il est étudié pareil pour que la forme gêne le moins possible le cavalier en selle. Donc avec une taille haute, une forme préformée. Donc en fait voilà, c'est ce qu'on disait avec l'équipe il y a pas très longtemps, c'est que on se contente pas de proposer des produits qui sont juste éco-responsables. On propose des produits qui sont avant tout faits par des cavaliers pour des cavaliers, de manière et qui sont en plus éco-responsables. De toute façon, ça marcherait pas, je pense, de faire quelque chose qui est éco-responsable, très bien, c'est très louable, mais si le produit est pas adapté, mais vraiment, on réfléchit vraiment en termes de technique, en termes de technique de confection aussi, de tout, quoi. Et puis c'est génial de s'intéresser à des personnes qui font des disciplines très différentes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les mêmes besoins ou les mêmes idées, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que en plus, grâce à Pangara, on a eu la chance cet été de découvrir une discipline que moi je connaissais pas du tout, qui est le trek. Donc on a été invité par Lucie Sépulcre, qui est une très très bonne cavalière, qui est championne de France, et en fait donc à découvrir cette nouvelle discipline qui est intimement liée à la nature. Le complet qui pour moi est la discipline reine en fait de l'équitation. Je suis fan de cette discipline, qui est pas forcément une discipline que j'ai tendance moi-même à pratiquer, parce que moi le fixe ça me fait un peu peur, même si mon cheval adore ça, mais et puis il y en a d'autres. J'ai pu discuter aussi avec des gens qui font du pony games, j'ai pu discuter avec beaucoup de gens qui vont travailler donc en équitation classique, en dressage, mais dans des courants de pensée qui vont être un peu différents. Par exemple, on a la chance de travailler, je pense notamment à Aglaé Jambard, qui travaille beaucoup en école de légèreté, donc l'école de Philippe Carle et sa coach Caroline, qui nous ont aussi beaucoup apporté, qui moi m'ont énormément nourri à titre personnel en tant que cavalière, et qui m'ont vraiment, c'est vraiment Aglaé qui m'a fait remettre en cause la vie au box que mon cheval avait, au box, mordure, enraînement, etc. Et maintenant il vit dehors avec un mort simple, et étonnamment on a gagné 2 épreuves de CSO. On saute 2 épreuves plus haut que ce qu'on sautait avant, donc en fait ça marche. Et en fait vraiment c'est des choses que j'aurais pas forcément connues sans Pangara, et c'est aussi des choses qui nous nourrissent, et c'est une frange de la population, de l'équitation, qui à mon avis mérite d'être plus mise en avant, d'être plus connue, voilà, d'être plus valorisée, quoi. Ouais. Est-ce que tu sens que du coup ce côté éco-responsable, cette innovation attire les gens? Est-ce que ça commence à être quelque chose qui est important pour les cavaliers? Alors non seulement ça commence à être important, notamment dans le milieu du complet, c'est quelque chose qui est vraiment capital. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Ah ouais. C'est vraiment une dimension qui a été prise par le complet et qui est vraiment importante. Mais en fait, les gens commencent de plus en plus à être vraiment au courant, éduqués. Nous, ça nous avait presque choqué quand on est arrivé à Lyon, donc l'année dernière à Equita Lyon. On était donc sur le pôle des startups Hippolia, et en fait, on a des gens qui venaient nous voir et qui nous posaient des questions excessivement précises. Par exemple, quelle est votre méthode de teinture? Est-ce que vos autres teintures vous les rejetez? Ce genre de choses en fait. Et vous vous dites éco-responsable, mais en quoi vous êtes éco-responsable? Et en fait, les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça, et je pense que à terme, en fait, on n'aura pas le choix. Je pense que à terme, et ce sera le rêve, je pense que on sera tous obligés de produire des produits qui seront responsables. Mais pour de vrai, pas en greenwashing. Et les gens vraiment de plus en plus commencent vraiment à s'y connaître, à poser des questions hyper précises. Et c'est hyper intéressant. Moi, je me souviens d'un commentaire notamment sur Instagram où il y avait une dame qui disait oui,
c'est très bien de faire des produits recyclés, mais tout le monde sait que le polyester, ça relâche des microparticules au moment du lavage. Et j'ai fait oui, effectivement, on relâche comme tout produit, sachant que le polyester recyclé en relâche quand même moins que le polyester classique. Et puis voilà, nous on vous conseille d'utiliser tel sac à lessive en fait qui va permettre de garder en fait les microparticules à l'intérieur. Et elle m'a répondu en message privé en disant c'est une bonne réponse, bravo. C'est marrant parce que j'avais pas la sensation que au jour d'aujourd'hui, ce soit très imprégné dans le secteur équestre. Alors c'est pas très imprégné, mais ça monte. Ça monte, c'est-à-dire que en fait les gens, quand vous leur dites que c'est fait en France et que c'est éco-responsable, ils viennent vous voir, ils font ah c'est intéressant, dites-moi plus. C'est-à-dire qu'en fait je pense qu'on aurait été, en fait nous on s'en est principalement rendu compte quand on exposait. Donc cet été on a eu la chance de pouvoir exposer sur certains concours et notamment un concours près de Rennes où vraiment en fait les gens s'arrêtaient devant notre stand parce que sur nos banderoles il y avait écrit on est fait en France, on est éco-responsable. Et en fait ils venaient nous voir en se posant la question en disant ah mais je pensais pas qu'on pouvait faire des produits dans le cheval en étant éco-responsable, etc. Et on leur disait bah si voilà. Donc vraiment ça commence à venir et c'est quelque chose en fait qu'on voit assez, que cette notion de responsabilité qui est très ancrée dans le complet, elle commence un petit peu à monter dans le CSO, on la voit beaucoup moins encore dans le dressage, mais dans tout ce qui va être ce que moi j'appelle discipline alternative, dans tout ce qui va être l'endurance, le trek, le travail à pied, etc. En fait, on se rend compte que c'est des gens qui ont déjà commencé à réfléchir en fait à leur consommation. Ils ont pas seulement réfléchi à une approche différente du cheval, ils ont vraiment réfléchi à une approche différente de leur vie en fait. Ouais. De leur consommation, de comment ils vont s'habiller, de quel véhicule ils vont utiliser, en fait voilà, je mets peut-être mon cheval dans une écurie qui est un peu moins jolie entre guillemets, mais qui va respecter ses besoins, qui est un peu plus loin de chez moi, mais ça va respecter les besoins de mon cheval. Et puis est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter 15 pantalons en solde non, je suis pas sûre, je préfère en acheter un ou deux, peut-être un peu plus cher, mais au moins je sais qu'ils vont tenir dans le temps, etc., etc. En fait, tu vois un fil conducteur, c'est des gens qui se remettent en cause globalement, à la fois avec leur pratique avec leur cheval et, comme tu disais, dans leur vie perso, quoi. C'est ça. Et ça a l'air assez caractéristique de certaines disciplines. Est-ce que parce qu'il y a le contact avec la nature qui est peut-être plus prononcé quand on est en trek ou je pense, des choses comme ça? Je pense que c'est lié à ça. Après, ça monte aussi dans le CSO. On va pas se le cacher. Dans mon écurie actuellement, il y en a certains qui commencent. Je suis dans une écurie où on fait beaucoup de CSO et beaucoup de dressage principalement, surtout du dressage. Et ça commence vraiment à questionner. Moi, quand je suis arrivée en disant que je faisais des pantalons responsables, ah mais moi c'est intéressant. Tu sais, par exemple, j'ai acheté une paire de baskets Veja. Ok, c'est super, mais maintenant, est-ce que tu pouvais pas transposer dans l'équitation, tu vois? Ouais. Et donc ça, c'est vraiment top. Après, c'est pas, enfin voilà, ça reste pas facile. Moi, qui ai une conscience assez développée depuis quelques années, je trouve ça pas facile à mettre en œuvre aujourd'hui. Déjà, je pense qu'il y a un aspect, on va pas se le cacher, budget, c'est-à-dire que quand je dois acheter quelque chose et que je veux pas mettre une somme folle dedans, du coup, je vais tout de suite penser à des marques qui sont pas forcément aussi éco-responsables. Mais d'un autre côté, sur le moment, j'ai peut-être pas le budget pour. Et puis après, il y a un choix qui est restreint. Il y a pas beaucoup de marques qui proposent des choses. Et si on veut faire un petit peu sur le marché d'occasion aussi, qui est quand même, il y a pas mal de choses qu'on peut acheter d'occasion. Ouais. Mais en fait, quand on veut soit un modèle un peu précis, soit une couleur un peu précise, soit quelque chose qui soit quand même en bon état. Enfin. Pour l'avoir vécu plein de fois, à chaque fois j'essaye d'avoir le réflexe d'aller chercher sur Le Bon Coin, sur Facebook Market, sur Preppy Sport, etc. Je regarde si je peux trouver ce que je veux en marché d'occasion. C'est compliqué. C'est ma carte bleue n'aime pas du tout Preppy, contrairement à moi. Mais c'est hyper compliqué dans tous les domaines de la vie. Moi je vois. J'étais une acheteuse compulsive avant d'avoir ma prise de conscience. Vraiment, j'achetais. Je rentrais dans un magasin, j'entrais dans un camailleux, je pouvais acheter tout le magasin. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à acheter par exemple mes jeans chez 1084 et puis chez Levi's, par exemple des choses comme ça.
Bah, c'est sûr que c'est vachement plus compliqué parce que bah déjà il y a moins de personnes, il y a moins de choix. Moi j'étais une accro aux Adidas Stan Smith et puis bah avec cette histoire de Ouïghour, je me suis dit bah je vais arrêter de consommer chez eux. Bah du coup bah où est-ce que je vais en fait, enfin, et je me suis retrouvée à prendre mon ordi à taper basket éco-responsable. Enfin, c'est hyper compliqué, mais en même temps je reste persuadée, et je pense que je suis pas la seule à le dire, je reste persuadée que il faut qu'il y ait des petites marques comme nous. Et encore, nous, on a de la chance. On n'a pas ouvert le marché. C'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres avant nous qui ont ouvert le marché et qui l'ont très bien fait d'ailleurs. Mais enfin, en fait, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Et à partir du moment où il y aura de plus en plus d'acteurs, de petits acteurs comme nous qui vont commencer à faire bouger les choses, bah derrière, en fait, les gros, ils auront pas le choix. Ils seront obligés de prendre le train de l'éco-responsabilité en marche. Et justement, avec Gustave, nous, on est en train de travailler là-dessus. Donc, avec Gustave, enfin, pas uniquement, c'est-à-dire qu'on se fait aussi accompagner par notre agence de com et par des stratèges. On est aussi en train de travailler sur un projet annexe qui va en fait justement permettre à toutes ces marques qui font le choix du Made in France, qui font le choix de l'éco-responsabilité, en fait, d'avoir des clés, d'avoir des outils qui sera plus importants, de pouvoir se fédérer, se rassembler, poser plus de poids, et de pouvoir aussi, pourquoi pas, à terme, aller voir en fait les grosses boîtes et leur dire bah voilà, nous on est une vingtaine de petites marques qui avons fait le choix d'une Made in France, souvent pas si petites que ça en fait. Et bah en fait venez, on vous prend par la main, on vous accompagne, et en fait on va vous aider, et puis bah même si sur le terrain vous êtes nos concurrents, en fait bah derrière il y en a qu'un seul qui gagne, c'est la planète. Enfin, et puis bah en fait on y gagne tous quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera de plus en plus nombreux à demander des tissus éco-responsables, bah les fournisseurs, il faudra qu'ils s'en proposent de plus en plus, et bah plus il y aura de choix, forcément plus il y aura de gamme de prix, plus il y aura de gamme de couleurs, plus il y aura de gamme, plus on pourra faire baisser les minimums de commandes, et puis bah voilà en soi. Ouais, c'est créer un cercle vertueux, peu importe la concurrence, et finalement là où il y aura de la demande, c'est toujours pareil. Enfin, si du coup vous allez voir vos fournisseurs en exigeant maintenant que des matières éco-responsables, les fournisseurs par défaut ils vont s'orienter plus là-dessus. Tant qu'il y a des gens pour acheter des matières qui le sont pas du tout, qui polluent, etc. Ils en feront toujours. Sincèrement, je pensais pas qu'on pouvait avoir un poids quelconque, mais là pour un client, j'ai dû chercher des matières qui soient un peu plus rêches en fait que ce que nous on utilise, et plus résistantes. Et du coup, bah, mes fournisseurs habituels n'avaient rien, donc j'ai dû chercher d'autres fournisseurs. Et en fait, les gars m'ont dit, mais si vous voulez, bah, on n'a pas actuellement en stock, enfin en catalogue, les références que vous cherchez en éco-responsable, mais si vous voulez, on peut travailler là-dessus. Voilà, on va développer un produit pour vous, et puis bah derrière, ça intègre notre catalogue, et puis bah on pourra le proposer à d'autres gens en fait. Ils sentent qu'il y a un marché de toute façon. Et en fait, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, plus on sera nombreux, nous, à dire, bah, enfin, nous, je parle en tant que marque, mais aussi en tant que consommateur. Plus en tant que marque, on sera nombreux à dire, bah, voilà, en fait, bah là, mon tissu, je sais pas, mon jersey, mon polyester, mon n'importe quoi. Enfin, j'en veux plus en fait. Enfin, je veux que tu me fasses la même chose en fibre recyclée. Et en fait, le fournisseur, bah, à un moment, il va finir par dire, bah, j'ai pas le choix, donc bah je vais le faire, je vais tenter, je vais faire des petites quantités, machin. On sera de plus en plus nombreux à le prendre, donc il va forcément faire des plus grandes quantités. Et puis c'est pareil, les consommateurs, il y a des actions, il y a des applis très bien, bah pareil, je reviens à Clear Fashion, mais bah en fait plus on sera nombreux en tant que consommateurs à aller taguer les marques en leur disant bah écoute H&M, écoute je ne sais qui, va te recenser sur Clear Fashion, vas-y en fait, parce que moi tant que tu seras pas recensé chez eux, je consommerai pas chez toi. Vous inquiétez pas qu'à terme les marques vont le faire en fait. Et en fait je pense que pour ça on a tous un rôle à jouer, que ce soit en tant que consommateur, que ce soit en tant que marque, et même si on n'a pas forcément un budget qui soit suffisant pour acheter des produits qui sont forcément un petit peu plus chers, mais en même temps qui tiennent plus longtemps dans la durée. Donc à terme on finit par faire des économies, et j'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est vrai en fait. Et bah ouais, enfin forcément, plus on sera nombreux à avoir cette démarche là, bah plus on sera nombreux à le faire. Enfin plus les marques seront nombreuses à le faire, et puis les prix vont baisser. Et faut voilà. que ça devienne la norme. Faut que ça devienne la norme. Ça va le devenir. Je suis persuadée que ça va le devenir. Mais pour ça, il faut qu'on continue à tous travailler main dans la main, et voilà quoi.
Et justement, là, on parle pas mal des tissus éco-responsables, recyclés, etc. Si on veut être un petit peu plus, réduire son impact, quand on est cavalier, réduire son impact sur la planète, être un peu plus écolo, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste, du plus simple, on va dire, au plus abouti. Comment on peut faire je pense au que quotidien? déjà, par exemple, quand on est sur les concours, arrêter d'acheter des canettes toutes les 15 secondes. C'est bête, hein, mais en fait, on descend de piste, mince, j'ai oublié l'eau, ou alors j'ai de la flemme, l'eau elle est au camion, j'achète une bouteille d'eau, j'achète une canette de coca, enfin voilà. Déjà, réduire notre consommation, ça passe par là. Telle marque, elle a sorti tel produit en 4 couleurs, bah je vais prendre les 4 couleurs. Est-ce que t'as vraiment besoin des 4 couleurs? Donc ça passe en fait par réduire notre consommation. Ça passe aussi par des gestes tout simples, c'est-à-dire que je suis dehors, je suis en balade en extérieur avec mon cheval. Je vois un déchet par terre, je le ramasse. Voilà, il y a un compte Insta qui me sort de la tête à l'heure actuelle, mais qui a ça en fait, qui a mis en fait ce défi en place, c'est-à-dire que je crois que c'est Cavalier Responsable qui l'a mis en place, où chaque cavalier quand il sort ramasse des déchets. Ouais, Cavalier éco-responsable, CER, ouais. Ouais, voilà, c'est CER qui a fait ça. C'est par exemple s'engager pour acheter se renseigner en fait sur ce qu'on achète, où est-ce que c'est fait, quels sont les tissus, etc. C'est quand par exemple je veux absolument telle veste, voilà, de concours, pour une raison X, Y ou Z, je veux celle-ci. Mon premier réflexe, ça va être d'aller chercher sur, ce qu'on disait tout à l'heure, sur Prépi, sur Facebook, sur interroger mes contacts, peut-être qu'ils en ont, et quelque chose aussi auquel on pense pas assez, mais c'est aller voir directement dans les selleries, qui sont quand même des commerces de proximité qui ont besoin de nous, qui tirent la langue avec les confinements successifs. Et qu'on besoin de nous. Donc, en fait, il y a plein de petites choses à faire où on n'est pas non plus forcément obligé de mettre des 1000 et des 100 dedans, mais il y a vraiment des choses qui sont à la portée de tous. Je pense à ceux qui ont un budget un peu plus conséquent. Je pars en concours régulièrement. Du coup, je vais m'acheter un vent. On a des très très belles marques de vent faites en France. Je pense notamment au vent Fotras, qui sont vraiment géniaux. Est-ce que je chercherais pas plutôt un vent fait en France plutôt qu'un, par exemple, je sais pas, un Bockman. Et puis le 4x4 que je vais utiliser pour tirer, j'ai peut-être regardé, évidemment, il faut regarder les chevaux vapeur, etc. Mais est-ce que où est-ce qu'il a été fait? Est-ce que regarder la consommation? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter un énorme 4x4 qui du coup va devenir, est-ce que ça va pas devenir mon véhicule principal? Est-ce que je pourrais pas, voilà, il y a vraiment en fait c'est des questions à faire à tous les niveaux de budget. Et donc voilà, je vous dis pas forcément demain plaquez tout et habillez-vous excusez-moi en Pangara. En fait, on a tous des choses à on a tous des choses à faire à notre niveau sans forcément avoir des gros budgets, quoi. Ouais, je pense qu'il faut aussi réaliser que c'est rare de tout changer du jour au lendemain. Il y en a qui voilà, mais le but n'est déjà pas de tout jeter ce qu'on a dans sa sellerie parce qu'on a une prise de conscience. Mais surtout pas, c'est la pire chose à faire. Voilà, c'est encore pire. À la limite, vendez-les, quoi. Exactement. Les jetez pas. C'est ça. Et puis c'est, moi je suis vraiment partisane de la stratégie des petits pas. C'est commencer par des petites choses. C'est j'emmène ma gourde en concours, comme tu disais. Et puis quelques semaines après, je vais peut-être vider ma sellerie. Ok, qu'est-ce que j'utilise vraiment? Trier peut-être les choses que vous n'avez pas utilisées dans les 3 derniers mois ou même dans l'année. Il y en a plein. Si ça vous sert pas, vous les vendez, les morts, vous les par donnez. Exemple, tous les morts qu'on a. Les morts, les tapis, les paires de bandes. À chaque fois, des tapis, des guêtres. Après, si vraiment c'est votre plaisir, ça vous apporte énormément de bonheur, faut aussi trouver le juste équilibre entre les efforts que vous êtes prêt à faire et ce qui vous fait vous sentir bien. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire au fur et à mesure. Moi personnellement, ma prise de conscience, elle a été, je suis passée végétarienne déjà, mais tout le monde n'est pas prêt à faire ces efforts-là tout de suite. C'est pas grave. L'idée, je pense, c'est surtout avoir la prise de conscience déjà, le savoir, et puis commencer à analyser un peu dans sa vie ce qu'on peut faire. Ouais. Et il y a une chose aussi qui me
Alors moi j'ai tendance à vraiment garder les fringues jusqu'à ce que je puisse vraiment les jeter, et malheureusement j'ai pas d'autre solution aujourd'hui que de les jeter, mais parce qu'elles ont vraiment été usées à maximum. Mais là par exemple j'ai une couverture que j'ai posée en réparation parce que le tissu, c'est une Amigo, le tissu il est nickel, il est incroyable, mais ma jument elle a arraché une attache, elle est plus imperméable, donc l'ami d'une amie s'occupe de réparer ça, réimperméabilise. Ça me coûte 3 fois moins cher que d'en racheter une, et ça fait vivre le tissu 4 années, beaucoup plus longtemps, supplémentaires. Voilà, il y a un truc aussi facile, quelque chose qui est hyper facile, c'est-à-dire que tous, pas tous, mais en tout cas beaucoup d'entre nous, on a des marchés à proximité. En fait, au lieu d'acheter les carottes de Kiki dans un sac en plastique qui viennent de je sais pas trop où au supermarché, en fait, on va au marché, on achète une botte de carottes et en fait, très souvent, les maraîchers ne gardent pas les fans de carottes, donc la partie verte en fait en haut des fans. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris en fait quand j'avais des cochons d'Inde, c'est que en fait, quand vous faites les fins de marché, vous pouvez récupérer des fans de carottes. En fait, c'est ça en moins qui sera acheté, et vos chevaux, ils vont adorer ça. Tester et approuver quoi. Et c'est par exemple moi là j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, je suis arrivée au bout de mon pot de graisse à pied que j'avais depuis je sais pas, peut-être genre 5 ans. Et je me suis dit mon premier réflexe ça a été je vais en commander un sur internet, et puis après je me suis posée, j'ai fait attends, je vais regarder un peu ce qui se fait. Et en fait finalement j'ai pris un produit qui a été fait par un meilleur ouvrier de France, qui a été fait en France, donc les produits David Rossi en l'occurrence. Et voilà, et en fait, on peut pas demander aux gens de tout changer. En fait, c'est pas possible, quoi. Pas du jour au lendemain, en tout cas, mais en fait, il faut commencer quelque part. Donc, si commencer quelque part, c'est, par exemple, je sais pas, ma machine, un exemple tout simple, ma machine, au lieu de la faire tourner à 40 degrés, je la fais tourner à 30. Déjà. En plus, vous allez économiser de l'argent, vous allez économiser plein de trucs. Et puis, amener des carottes qui viennent du marché à Kiki des Bois, ce genre de détails, les ficelles bleues du foin, au lieu de les laisser traîner par terre, on va les recycler. Ou alors on fait des trucs avec, il y a plein de choses hyper intéressantes à faire avec. Mais au lieu de les laisser traîner dans la poubelle à crottin ou dans le truc à fumier, etc., en fait on va les mettre dans la poubelle recyclage. Et nous, ce qu'on a fait à la maison et qui marche plutôt bien, c'est en fait acheter ça coûte pas très cher sur internet, des petits composteurs en fait maison. Et parce que donc nous on a un appartement, et en fait ça marche hyper bien, et c'est trop cool quoi. Et puis après on va aller voir le fermier du coin en disant voilà, j'ai mon compost, et puis c'est 3 kilos donc ils s'en fichent quoi, mais en fait c'est vraiment bien. Et souvent en général les fermiers sont là, ils sont c'est trop gentil, merci. Ouais, carrément. Nous on a une petite ferme pédagogique, donc j'ai le cochon, les chèvres et tout, donc je ramène toutes mes épluchures, c'est génial, bien, ça me vide ma poubelle de moitié. Mais c'est hallucinant. Et faut puis du coup en plus vous descendez les poubelles moins souvent, donc vous y gagnez quoi. Carrément. Voilà, donc il y a plein de petites choses, il faut voir, je pense, chacun à son échelle par où on peut commencer et trouver l'équilibre entre ce qui me coûte vraiment beaucoup d'efforts et les choses que je peux déjà mettre en place assez simplement dans mon quotidien. On a tous un quotidien différent, on a tous des contraintes différentes, donc voilà. Et il y a une chose qui est hyper importante, en tout cas à mes yeux, c'est il faut pas chercher à se culpabiliser ou à culpabiliser ceux qui ne le font pas. Ouais. Ça c'est hyper important en fait. C'est super dur. Mais en fait, la personne avec qui vous discutez, elle le fait pas. Cherchez pas à la culpabiliser en fait. C'est pas comme ça que vous allez la faire changer. Et en fait, peut-être que la personne en question, elle peut pas pour des raisons X, Y ou Z. Elle a tellement de choses à gérer à côté que c'est pas forcément sa priorité. C'est pas grave en fait. Chacun son rythme et chacun son chemin quoi. Mais c'est vrai que quand t'as ta prise de conscience et quand tu fais toi plein d'efforts, etc., parfois sans le vouloir, mais dans ton discours, tu chasses la moindre petite erreur chez le voisin de quoi. C'est évident. Tu jettes tes épluchures. Voilà, c'est pas forcément volontaire, mais c'est vrai qu'il faut penser à. Il faut réussir à discipliner là-dessus. Chacun fait un peu comme il peut. Je pense que il y a un autre point qui fait que il y a certaines personnes qui se disent que l'écologie ça reste un choix de privilégié, ce qui est clairement pas faux sur certains points.
En tout cas, il y a pas mal de débats autour de ça, parce que notamment quand on veut acheter un produit un peu plus écologique, éco-responsable, etc., souvent ça revient plus cher. Comme on le disait, l'idée c'est d'en acheter moins, donc au final le budget il est pas forcément plus élevé, mais sur le moment, ça revient plus cher. Et ça renforce cette idée que ouais, mais l'écologie ça coûte cher. Oui, mais qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu réponds toi à ça? Moi, j'ai plus la question sur le Made in France, mais en fait, il faut savoir que votre produit qui vous coûte pas cher, dans combien de temps vous allez le jeter? En fait, c'est ça le truc, c'est que si ça coûte pas cher, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui en paye le prix. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas le consommateur final, mais on s'est tous indignés à juste titre. Quand il y a 1 ou 2 ans, il y a eu les incendies géants en forêt tropicale, qu'il y en a eu aussi en Australie, il y en a eu partout. En fait, c'est très bien de s'indigner, mais c'est pas suffisant. Et que, alors oui, bien sûr, les produits sont un peu plus chers. Vous avez pas forcément la trésor pour acheter le produit à un instant T. Ok, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter la trésor à un instant T. Qui n'ont pas forcément la trésor pour acheter le produit à un instant T. Par exemple, au lieu d'acheter tel produit le mois prochain, qui du coup est le même mais en pas éco-responsable, je vais peut-être attendre 1 mois de plus. Je vais peut-être pouvoir réussir à le faire traîner, à le tirer 1 mois de plus pour avoir justement ce petit supplément de trésorerie pour acheter le produit éco-responsable. Ou par exemple, c'est bientôt mon anniversaire, c'est bientôt Noël. Profiter justement de ces occasions-là pour dire, est-ce que ce serait possible éventuellement que vous mettiez à plusieurs pour m'aider à participer à acheter ce cadeau. Moi, je sais que sur mon téléphone, j'ai une petite liste en fait de tout un tas de choses que je vois tout au long de l'année et que au moment de Noël, tu veux quoi? Voilà. C'est pratique. Et c'est hyper pratique. Et donc, moi, comme je te le disais, je suis une ancienne acheteuse compulsive. Et en fait, ce que j'ai mis en place en fait pour lutter contre ça, donc j'ai évidemment mon éveil écologique, mais c'est-à-dire qu'en fait, je me force donc je mets les produits dans le panier et en fait, je me force à pas l'acheter pendant 3 jours. En fait, pendant 3 jours, j'achète pas le produit. Et si au bout de 3 jours, j'y pense encore, mais j'y pense encore comme une folle et que ah là là, je le veux, là je fais ok, vas-y, prends-le. Et en fait, souvent, je me rends compte que mais pour 80% des produits, je les achète pas. En fait, le lendemain, je les appelle. Ah, mais ouais, c'est vrai, il y a 2 mois, machin. Je la mets dans le panier et finalement, en fait, je l'achète jamais et je vis pas plus mal, quoi. Moi, une période, pourtant, j'ai jamais vraiment été beaucoup acheteuse, mais j'aimais bien vendre privé. Du coup, quand je voyais une vente qui m'intéressait, je faisais mon petit panier. Et puis, je sais pas, le fait de juste faire le panier sans acheter au bout, mais d'avoir fait le panier et puis après de revoir le panier et de me dire oui, bon, j'en ai pas vraiment besoin. Mais du coup, ça créait une sorte de satisfaction derrière. C'était un peu bizarre, mais finalement, je savais que j'en avais pas vraiment besoin, mais ça m'avait fait plaisir de regarder un peu, etc. Et puis après de me dire ouais, non, finalement, c'est bon, je peux faire sans. Moi, il y a pas très longtemps, c'est pareil, j'ai la même expérience. J'ai fait un panier, un énorme panier sur une sellerie en ligne et parce que je voulais me racheter une bombe et tout. Puis j'ai fait le panier comme ça et puis j'étais à 2 doigts de cliquer sur payer et puis j'ai dit attends 3 jours. Est-ce que voilà, parce que moi j'ai une bombe Sam Shield, donc est-ce que vraiment ta Sam Shield pourrait pas plutôt la renvoyer pour qu'elle se fasse réviser plutôt que de racheter une bombe et tout. Oui, mais en même temps la bombe que je veux, elle est super jolie, elle a des paillettes, machin, elle a des strass, moi j'adore ça. Ouais. Et puis voilà, puis c'est bientôt Noël, donc les personnes de ma famille qui m'écoutent, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez la référence. Donc voilà, voilà quoi. Non, mais Sam Shield, c'est quand même génial. Moi, je l'ai renvoyée cet été, ma bombe, elle est revenue. C'était incroyable. Du coup, je l'ai fait refaire et elle est revenue neuve. Incroyable. C'était vraiment, génial. Ouais. J'étais ravie. Après, c'est vrai que sur des petites choses, je vois, par exemple, j'ai besoin d'acheter régulièrement des brosses, tu sais, les choses qu'on perd tout bêtement, là. Une cravache, une brosse, un cure-pied. J'arrive en sellerie et puis je me dis bon, je vais essayer de prendre la brosse qui est faite en bois avec des fibres naturelles. T'as pas forcément le choix. Le cure-pied, c'est forcément des cure-pieds avec un manche en plastique. Je me dis bon, comment je pourrais faire pour éviter d'acheter le cure-pied ou en tout cas que ce soit. Mais un cure-pied, tu vas pas l'acheter d'occasion. Mais non, c'est ça en fait. Voilà, ils sont pas d'occasion. Ouais, donc t'essayes de faire au mieux, quoi. Mais c'est pas toujours mais évident. C'est ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que en fait, on fait au mieux, quoi.
et c'est pas grave. Enfin, si c'est pas idéal, c'est pas grave. Enfin, et c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment à mettre en parallèle de l'équitation, c'est-à-dire que moi j'ai énormément de mal avec ça. J'ai un cheval qui est assez technique, en tout cas pour mon niveau. Et en fait, j'ai du mal, enfin, quand j'obtiens un geste ou quand je sors d'un parcours, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Parce que je fais oui, bah là, je suis sans faute, ok, d'accord, mais bon, là, il m'a pris la main, là, il a fait un petit pied, là, il a changé de pied de foulée trop tard, etc. Alors, en fait, le parcours parfait, il n'existe pas. Enfin, si, quand c'est Kevin ou Pénélope qui est en piste, mais en fait, le parcours parfait n'existe pas. Et c'est pareil, le consommateur parfait, il n'existe pas. On est des humains, on est donc par définition imparfait, et c'est pas grave en fait. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux en fait. Et c'est ça qui est important auprès de nos chevaux, auprès de nos proches, dans notre consommation, dans tout en fait, dans tous les aspects de notre vie. C'est l'objectif. Enfin, c'est faire de notre mieux avec les capacités qu'on a pour le moment. Est-ce que bah voilà, on n'a pas forcément les moyens tout de suite de s'acheter un produit qui est 20% plus cher parce que c'est un produit artisan, un produit responsable, un produit fait en France, un produit que sais-je. Et bah écoute, c'est pas grave en fait. Tu peux pas forcément te le permettre pour le moment, bah fais de ton mieux, achète ce que tu peux et puis bah si tu peux pas un truc qui fait toujours plaisir et qui coûte rien, c'est envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, par exemple dire bah voilà, j'adore votre marque, c'est super, c'est hyper intéressant, j'adore votre concept, etc. Ou quelque chose qui coûte rien, repartager en story. Voilà, il y a je sais pas, une marque que vous adorez ou un compte hyper engagé que vous suivez beaucoup. Moi je suis énormément les comptes très engagés, notamment en termes de féminisme. Bah ça m'intéresse vachement. Ok, bah j'ai pas forcément les moyens d'acheter les produits dérivés, bah je vais leur envoyer un message, je vais les repartager en story, je vais enregistrer leur publication pour qu'elles ressortent en fait plus les algorithmes d'Insta, etc. Je vais en parler à des amis et en fait bah voilà, c'est ça quoi. Enfin en fait c'est pas grave si vous avez pas la capacité d'acheter un produit. Enfin une fois de plus, le but c'est pas de culpabiliser les gens, le but c'est que de leur faire prendre conscience que il faut faire de leur mieux. Et puis bah si pour l'instant ils ont pas la capacité de faire plus que ce qu'ils font actuellement, et bah tant pis en fait, c'est pas grave, ils feront plus tard quand ils pourront et que ils auront la capacité, je sais pas, financière, mentale, psychologique, tout ce que tu veux, ils auront le temps de faire plus quoi. Ouais, je suis totalement alignée avec ça. Maintenant, la question cruciale reste quand même de savoir si Pangara va faire des cure-pieds éco-responsables. Écoute, quand on a lancé la boîte, on s'est dit qu'on aimerait bien faire une gamme de produits de pansage intégralement sans plastique et en produits naturels. S'il vous plaît. Donc c'est dans les pipelines. Mais il y a tellement de produits dans les pipes que... Ouais, j'imagine. Alors, quelle est la vision un peu qui vous porte pour l'avenir? Comment tu vois Pangara dans 5 ans, par exemple? On voit Pangara comme une marque qui va aider vraiment le milieu, le secteur à évoluer en fait, à prendre conscience que l'éco-responsabilité doit être le nouveau normal. Orange is the new black, bah voilà, green is the new normal. Notre objectif évidemment c'est de proposer une silhouette complète pour le cavalier, pour le cheval, que ce soit du concours ou pour travailler à la maison, et d'en fait pour pouvoir proposer différents produits, différents modèles, différentes gammes de tarifs en fait pour chacun de nos produits, pour pouvoir s'adresser peut-être sur des produits hyper techniques, sur des gens qui vont peut-être être plus profil compétition, ça s'intéresser plus vraiment au design hyper précis, vraiment aux petits trucs, etc., qui ont un budget peut-être un peu plus élevé, et en même temps pour des gens qui veulent s'engager, veulent faire quelque chose, mais qui n'ont pas forcément le budget, faire peut-être un produit qui soit peut-être un peu plus simple et du coup plus abordable. Voilà, c'est vraiment ça notre objectif, c'est jamais en fait perdre de vue, enfin tous nos produits en fait ils ont 3 composantes qui sont non négociables. C'est la réalisation en France, et ça c'est non négociable. On travaille avec des ateliers que nous on va voir pour réaliser un produit, c'est entre 5 et 6 visites avec l'usine de production minimum.
Donc ça, c'est hyper important pour nous. Éco-responsabilité, produits naturels, produits recyclés, enfin tout ça. Et technicité, innovation. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un seul produit qui sortira de chez nous sans avoir été, sans en fait apporter une innovation au marché. Et en fait, pour nous, c'est ça en fait la vision qu'on a du monde du cheval de demain. C'est un monde du cheval qui est toujours plus technique, toujours plus respectueux de l'environnement, bien sûr, mais aussi des chevaux et des cavaliers et des courants de pensée différents. C'est pas parce que tu montes pas comme moi que ce que tu fais est foncièrement mal en fait. C'est pas parce que moi je tourne en amateur élite et que toi tu tournes en amateur 3 que en fait foncièrement tes idées elles sont mauvaises. En fait, c'est ça, c'est qu'on a tous à apprendre les uns des autres et moi je pense que j'ai davantage appris de personnes qui avaient un niveau équestre technique inférieur au mien. En tout cas ces dernières années que de personnes qui ont un niveau technique supérieur au mien. Enfin en tout cas, je me suis plus remise en question grâce à eux que en regardant des gens avec un niveau technique hyper avancé quoi. Et donc voilà. On a vécu une ère où le développement des tissus plus techniques a permis aux vêtements d'équitation et au matériel d'équitation d'évoluer énormément. Ouais. Enfin, si on fait le comparatif entre il y a 20 ans, moi, quand j'étais ado, et là, enfin, c'est incroyable. Quand je revois les photos et tout, les vêtements. Même il y a 10 ans, moi, j'ai retrouvé des photos de moi il y a 10 ans, j'étais wow! C'est dingue. On est à un niveau de technicité dans les textiles, etc., qui est incroyable. Et maintenant, je pense que la prochaine phase, c'est garder cette technicité. Ouais. On en a besoin. Surtout. Mais aller vers quelque chose de plus vertueux pour la planète, pour les chevaux, pour nous, parce qu'on subit aussi l'impact de tout ça. Hein, mais bien sûr. Toutes les particules rejetées, toutes ces choses-là, ça nous concerne aussi. Mais bien sûr. Et surtout, moi, j'en suis encore plus sensible. J'y suis encore plus sensible maintenant que je vais au bord de la côte. Mais par exemple, c'est très bête, mais tous les cavaliers qui vont à la Motte Beuvron pourront témoigner que quand il flotte, c'est un torrent, et que quand il fait chaud, c'est le désert. Mais en fait, pourquoi ? C'est parce qu'il y a plus d'arbres et tout a été bétonné. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est sûr que ça n'a pas été pensé. C'est ça, quoi. Et en fait, on est tous victimes d'une manière ou d'une autre du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Et on est tous victimes des impacts de la surconsommation. On est tous victimes des impacts des produits OGM, de tout ça. Enfin, après, c'est encore un autre débat, mais de la pollution, moi, ça m'avait fait marrer quand pendant le premier confinement, quand les Parisiens se sont paniqués parce qu'ils avaient senti des odeurs d'épandage. Qui maintenant, pour moi, est une odeur complètement classique, en fait, que j'ai appris à connaître et à reconnaître. Et en fait, ils ont paniqué pendant le premier confinement parce qu'en fait, l'odeur de la ville était tellement pure, il y avait tellement plus d'odeur, plus de pollution, qu'ils ont en fait senti les effluves des épandages qui avaient été faits pas très loin, soit à 70 ou 80 kilomètres. Et voilà. Et en fait, moi, en tant que nouvelle campagnarde, parce que ça fait 1 an et demi que je vis à la campagne, en tant que nouvelle campagnarde, ça m'a fait rire, et surtout en tant que personne qui vraiment a eu un vrai réveil, une vraie prise de conscience écologique, ça m'a fait encore plus rire, quoi. Ouais. J'étais, ouais, les gars! C'est la nature. C'est ça. Bon, c'est une chouette vision, en tout cas, pour l'avenir, je trouve. Enfin, moi, je suis totalement alignée avec ça. Comment est-ce que les auditeurs vont pouvoir soutenir Pangara dans cette aventure ? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment le plus simple c'est en consommant éco-responsable, mais en consommant les produits Pangara. Mais c'est pas la seule chose, c'est-à-dire que en parlant autour d'eux, en se posant des questions, en incitant aussi les autres marques, en fait en allant interpeller les autres marques en leur disant il y en a qui arrivent à être vertueux, pourquoi toi tu l'es pas ? C'est bête, hein, mais comme je disais, Clear Fashion, inciter les autres marques à s'enregistrer sur Clear Fashion. Et puis voilà, si vous n'avez pas forcément la capacité de consommer Pangara, ne serait-ce qu'aller venir s'abonner sur les réseaux sociaux, qu'en parler aux gens, repartager les stories. Et puis voilà. Et puis déjà, si les gens à la fin de ce podcast, la prochaine fois qu'ils vont acheter un produit en sellerie ou ailleurs sur internet ou quoi que ce soit, ils se disent tiens, c'est vrai, est-ce que je pourrais pas regarder s'il y a pas une alternative, même si au final ils finissent par consommer ailleurs que chez moi. Déjà, en fait, j'aurais gagné quoi. Et je pense que
Et je pense que c'est ça vraiment qui est vraiment à retenir, c'est que on n'est pas là pour se tirer dans les pattes les uns des autres. On est vraiment là pour. Enfin, en fait, on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps, on n'a plus la capacité, et on peut plus. Enfin, il faut tous, en fait, il faut vraiment que tous ceux qui ont fait, en fait, qui ont pris le temps de faire ce virage écologique, qui ont dépensé des fortunes parce que ça coûte cher de faire ce virage. En fait, qu'on travaille tous main dans la main, et c'est à ça qu'on est en train de travailler avec Gustave, avec notre futur projet, mais voilà. Tu m'en as un petit peu parlé, donc je peux dire que c'est un chouette projet. Est-ce que tu avais un dernier mot à partager ? Tout à l'heure, je mentionnais que il y a des gens qui m'avaient fait revoir intégralement ma façon de monter à cheval. Donc j'ai mentionné notamment Aglaé et sa coach Caroline. Mais il y a vraiment une personne qui a transformé mon équitation. C'est ma coach Nathalie. Vraiment, elle m'a appris à monter sans main, à monter sans mort, pas sans mort, mais sans mordure, à vraiment apprendre à faire travailler mon cheval dans le respect et pas dans la contrainte. Et vraiment, je crois qu'elle m'a changé la vie. Elle a changé la vie de mon cheval, et merci. Merci Nathalie. Et si seulement tous les coachs pouvaient être pareils, et si seulement tous les cavaliers avaient la chance de rencontrer une Nathalie dans leur vie. Eh ben, on va faire en sorte qu'ils rencontrent une Nathalie alors. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Aude. À très bientôt. À bientôt. Le sujet de l'écologie dans le monde équestre, vous l'avez vu, et c'est un sujet très vaste. Pangara participe à démocratiser le sujet et je trouve ça vraiment louable. Je pense que le message d'Ingrid est très important ici. On peut œuvrer, chacun à notre niveau, pour créer un monde équestre plus vertueux. Et cela ne se limite pas à l'écologie, mais vraiment à plein de sujets comme elle l'a évoqué. J'en profite pour vous expliquer un petit peu la notion de greenwashing qu'elle a évoquée à un moment de l'épisode. Le greenwashing, c'est la pratique utilisée par pas mal d'entreprises, et notamment de grandes entreprises, pour redorer leur image et se donner une bonne image écologique sans pour autant transformer ou remettre vraiment en question leurs fondements, leurs pratiques. Je vous invite à retrouver en note beaucoup de ressources à explorer si vous souhaitez aller plus loin par rapport à tout ce qui s'est dit pendant l'épisode. Je suis personnellement convaincue que l'équitation de demain, elle doit être plus vertueuse et aussi pour la planète. J'espère que cet épisode participera à sa petite échelle à ce mouvement et à éveiller les consciences. Si il vous parle, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et bien sûr, continuez à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches, qu'ils aient 2 ou 4 pieds.